Bien, bonjour et bienvenue à tous pour cette conférence, première conférence du mois de décembre. Donc, comme à l'habitude, je vous donne l'agenda de nos prochains rendez-vous. Alors, sur 2025, nous n'en avons plus qu'un. Nous avons une conférence qui a lieu très prochainement, donc mardi en 8 qui concerne qui va nous permettre de faire un point sur où on en est des directives Stop the Clock, directives Content. Donc un point d'actualité avant la fin de l'année sur les dernières nouveautés en matière de durabilité, sachant, je pense qu'il ne vous a pas échappé que les FRAG a approuvé le projet de normes révisées ESRS. Mais ça, c'est une petite étape et on sait que tout va définitivement se dérouler sur le premier semestre 2026, mais il était important de partir pour nos vacances de Noël avec une idée à peu près précise de là où on en est. Et donc, c'est une conférence. Il y aura une associée, Carole Masson, associée Forvis Mazar, qui est vice-présidente de la commission durabilité de la CNCC, et Yadja Ramanarivo, qui est associée EY, coordinatrice du comité ESRS de la CNCC, deux experts sachants qui viendront nous éclairer. Après, nous aurons tous droit à une pause bien méritée et reprendrons le cycle de nos conférences 2026 avec un premier semestre qui va être déjà bien rempli, avec des thématiques. On commencera par la loi de finances. Alors la date est pour l'instant fixée le mardi 6 janvier, mais peut varier en fonction des discussions actuelles sur le budget. Nous aurons bien évidemment des thématiques tournant autour de la durabilité, sur le reporting volontaire, l'assurance en la matière. Euh, un point qui va être au mois de février, un point très intéressant sur la problématique des fusions et des scissions, donc avec Anis Blandin d'EY qui reviendra sur cette thématique. Nous reviendrons sur le régime de responsabilité financière de la Cour des comptes. Voilà, enfin plein de sujets, et puis bien évidemment, Omnibus. Et donc aujourd'hui, nous sortons, comme je l'avais dit la dernière fois, des rives des normes de durabilité ou des normes IFRS avec une conférence que l'on qualifie dite d'ouverture sur un thème qui est malheureusement d'une très grande actualité, donc sur la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment de capitaux. Et Pierre Allégret, qui est sous-directeur des sanctions et de la lutte contre la criminalité financière au sein du service des affaires multilatérales et du développement de la Direction générale du Trésor, nous fait l'honneur et l'amitié de bien vouloir de partager tout ce- toute sa connaissance de ce sujet, sachant que Pierre, au-delà de ses nombreuses qualités, et par ailleurs, la DGT est l'organe opérationnel qui pilote, enfin qui est le COLB, le Comité d'orientation de lutte anti-blanchiment, et le COLB est l'organisme qui pilote, je dirais, toute la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en France. Et nous avons avec Pierre des réunions régulières où le COLB réunit l'ensemble de ses membres, qui sont toutes les organisations qui touchent de près ou de loin à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc que Pierre est vraiment, je dirais, au bon niveau pour bien pouvoir réévoquer toutes les questions, donc les enjeux de la criminalité financière en France, en Europe et dans le monde. Et bien évidemment un focus sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et des points de vigilance que chacun d'entre nous, qu'on soit entreprise, auditeur ou conseil, devons avoir dans notre exercice professionnel. Donc voilà, j'ai été peut-être un petit peu long pour cette présentation, mais ça permet à chacun d'entre vous de pouvoir nous rejoindre. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces webinaires, que vous pouvez poser des questions par écrit sur le module questions-réponses de Zoom.
et que Pierre y répondra en fin de webinaire. Donc Pierre, encore merci de votre disponibilité, d'avoir pris le temps de préparer cette conférence et je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, Patrick, et merci à tous et je suis vraiment ravi d'avoir accepté cette invitation. Donc, comme vous l'avez dit, donc moi je travaille en administration centrale à Bercy, mais petite originalité, je ne travaille pas sur le budget. C'est pour ça que je suis disponible ce matin pour participer à cet exercice d'ouverture. J'ai pas de nouvelles particulières à vous communiquer sur le sujet de mes collègues de l'autre bout du couloir. Mais moi, je vais me concentrer sur le sujet de la lutte contre la criminalité financière, sur lequel, à la direction du Trésor, donc en administration centrale, on a plusieurs rôles. Comme vous l'avez indiqué, on coordonne, on assure le secrétariat du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment. Avant cela, on est responsable de la préparation des textes, de l'entretien des textes, aussi bien au niveau national que la négociation au niveau européen et international, au GAFI. Je présenterai ça tout à l'heure. Et puis par ailleurs, mon équipe a un rôle opérationnel puisque nous sommes autorité nationale compétente pour délivrer des autorisations en matière de sanctions économiques et financières. Et je vais évoquer aussi ce sujet. Donc on a un rôle dans l'architecture administrative qui est particulier puisqu'on est avant tout un petit peu sur le cadre général, mais avec aussi un rôle opérationnel en matière de sanctions. Et donc aujourd'hui, ce que je voudrais faire avec vous, alors je sais que dans votre association et dans le public qui est concerné, je sais qu'il y a la petite particularité que parmi certains d'entre vous sont commissaires aux comptes et sont donc parmi les organismes assujettis aux règles anti-blanchiment, donc connaissent très bien et sans doute mieux que moi en pratique certaines des obligations, mais d'autres sont plutôt, si je comprends bien, salariés de grands groupes ou vont pas être eux-mêmes assujettis à ces règles et donc vont avoir une connaissance plus éloignée. Donc, comme discuté avec Patrick précédemment, je vais essayer de partir du cadre général pour expliquer un petit peu comment tout ça s'inscrit dans la politique publique de lutte contre la criminalité financière et remettre un petit peu dans son contexte ces obligations anti-blanchiment qui s'appliquent à certains acteurs privés. Je vais aborder plusieurs points. Avant cela, juste en termes de message peut-être principal, ou ce que je voudrais, donc je vais évidemment, étant donné mes fonctions et puis le thème de ce matin, vous vous doutez bien que le sujet principal est de dire que tout cela est important, mais vous le savez déjà en tant que citoyen, je pense, en tant que tout le monde. Peut-être pour aller un peu plus loin, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en réalité aujourd'hui, on a plutôt une pression publique de la part soit de la société civile, soit des parlementaires et soit du niveau européen et international pour aller plus loin. C'est-à-dire le fait de faire jouer un rôle de vigilance au secteur privé et de s'assurer que tous les dispositifs de prévention sont en place pour que la criminalité financière ne passe pas par les canaux classiques financiers, ça c'est plutôt une attente qui est en cours de renforcement progressivement. Donc par rapport à l'état des lieux du dispositif, est-ce qu'il était il y a plusieurs années, est-ce qu'il est maintenant, la tendance que l'on observe plutôt, que ce soit encore une fois dans les débats parlementaires sur de nouveaux textes, ou au niveau européen dans la réforme qui est en cours, ou au niveau international au GAFI, va plutôt vers un renforcement des attentes. Donc on est plutôt sur une phase où il est non seulement important de connaître ses obligations, mais même il faut plutôt s'attendre à ce qu'il y ait une attention plus forte qui y soit portée. Et je pense que ça, c'est partagé par les institutions professionnelles et les superviseurs administratifs qui travaillent sur ces sujets-là. Donc ça, c'est un petit peu le thème général. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais aborder, donc, je vais vous, alors, évidemment, c'est le moment où je perds le contrôle. Ça va écoute faire le test. Hop. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça défile bien? Très bien. Merci beaucoup. Donc, je vais présenter plusieurs sujets ce matin. Évidemment, d'abord le dispositif français. Je vais revenir, comme je disais, sur l'architecture, dire ce qu'il y a comme obligation pour les assujettis et les évolutions réglementaires récentes. Et puis, je mettrai ça dans la perspective du cadre international et européen. Et ensuite, je vais me concentrer sur deux sujets un peu particuliers. D'abord, les cryptoactifs, parce que c'est un sujet d'actualité qui est souvent d'intérêt, une bonne illustration de comment se développe ce type de réglementation. Et puis, enfin, les sanctions internationales, qui est aussi un sujet très important actuellement. D'abord, je vais me permettre un petit détour d'introduction pour expliquer de quoi on parle, même si je pense que vous n'avez pas de doute sur ce qu'est la criminalité financière tous. Je sais il y a souvent plusieurs types de questions qui se posent. La première, c'est en termes de définition, de quoi on parle
quand on parle de blanchiment de capitaux. Je sais que notamment pour des professions du chiffre du droit, c'est souvent une question qui se pose beaucoup. Là, je vous ai mis un peu un schéma qui est le schéma type qu'on présente toujours, qui est un peu essayé de rattraper euh, le schéma un petit peu classique, la définition légale de ce qu'est le blanchiment et le conceptuel. Donc conceptuellement, ça va être simplement faire parvenir des fonds d'origine illicite, leur donner une apparence licite. Donc le schéma typique, tel qu'il apparaît là, ça va être une fausse facture. Vous avez des fonds issus de criminalité financière à l'origine, que ce soit une escroquerie, du trafic de stupéfiants, et à la fin, vous arrivez à dire ces fonds proviennent d'une vente d'un service tout à fait normal, et vous avez une facture pour le fournir. C'est une définition qui est assez importante pour tous les acteurs parce que ça veut dire que ce que l'on cherche à avoir, c'est des flux qui vont avoir une apparence tout à fait légale en apparence, mais qui en fait derrière proviennent de criminalité. Mais il y a plusieurs observations à faire sur ça. La première, c'est que finalement, c'est pas si important parce que en matière d'anti-blanchiment et en matière de vigilance des entreprises, ça a été clarifié ça a notamment été clarifié dans un avis du Conseil d'État en début d'année, que tout le dispositif anti-blanchiment et les obligations de déclaration de soupçon, le soupçon s'applique non seulement au blanchiment lui-même, mais aussi à l'infraction sous-jacente. En réalité, pour la plupart des professionnels et des acteurs, ça paraît assez logique. Si on observe une criminalité financière de premier ordre, ça paraît normal qu'on la déclare en soupçon, de même que le blanchiment. Un autre point qui est important, c'est qu'en matière juridique, en matière de poursuite pénale, on peut maintenant, dans le dispositif français, enfin depuis plusieurs années, d'ailleurs depuis 10 ans, c'est un dispositif qui a fêté ses 10 ans cette année, même en matière pénale, on peut avoir des anniversaires. On a une infraction pénale qui s'appelle la présomption de blanchiment. C'est-à-dire que dans certains cas, il est possible de poursuivre une personne pour blanchiment simplement parce que elle a des fonds de manière importante et plusieurs facteurs suggèrent qu'il est possible que ça vienne d'une infraction. Et dans ces cas-là, on applique une présomption, ce qui implique un renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que les services de poursuite n'ont pas à démontrer d'où proviennent ces fonds, de quelle infraction ils proviennent, mais c'est à la personne poursuivie de démontrer que ces fonds ont une origine licite. Donc on a comme ça euh, une espèce de continuum qui fait que de toute façon, on a des concepts qui sont bien définis, hein, qui se retrouvent bien au code pénal. Il y a bien une infraction autonome du blanchiment, on a bien une séparation de ce qui est une infraction de départ, qui peut être escroquerie, euh, trafic de stupéfiants ou autre, et ce qui est le blanchiment. Mais en fait, derrière, pour la poursuite, on a plutôt un cadre général qui est tous les fonds qui vont arriver soit directement, soit indirectement d'une origine illicite. Et c'est ça qui doit faire l'objet d'une vigilance. En termes de volume, évidemment, autre difficulté, donc on a le concept, mais on voit qu'au final, c'est pas forcément quelque chose qui est une barrière très importante. En termes de volume, autre difficulté, on ne sait pas le mesurer, évidemment. Si on savait mesurer exactement combien il y a de blanchiment en France, si on avait un capteur quelque part, on saurait sans doute le traiter. Donc c'est un exercice qui est très difficile, pas seulement en France, hein, au niveau européen, international, partout. C'est très très difficile de mesurer combien de fonds issus de la criminalité financière circulent. Vous pouvez le voir par exemple dans le dernier rapport en date parlementaire, celui qui a été publié cet été par la commission d'enquête sur la lutte contre la criminalité financière, justement. J'y reviendrai plus tard parce que ça a donné lieu à des propositions législatives qui a été menée par des sénateurs, notamment la sénatrice Nathalie Goulet. Le rapport a été publié et dedans, les parlementaires ont cherché à consolider un petit peu ont montré à quel point c'est difficile de mesurer exactement de combien on parle. Donc c'est difficile. Mais néanmoins, on sait par tous les indicateurs qu'on ne sait pas vraiment réconcilier, mais tous convergent vers le fait que c'est vraisemblablement beaucoup. Par exemple, les indicateurs qui disent on pense qu'il y a X part de la population qui va participer à des activités criminelles, que ce soit, alors on mélange tout, trafic de stupéfiants, fraude fiscale, fraude sociale, escroquerie. Si on dit par exemple simplement qu'entre 1 et 2% de la population participe à cela, on arrive vite à des chiffres d'équivalent de PIB de l'ordre de 50 milliards d'euros par an. Ça ne veut pas dire, je ne dis pas qu'on endosse ce chiffre, c'est pas, on serait bien en peine de démontrer que c'est bien cela et ça n'a pas forcément
de valeur scientifique. Juste en termes d'ordre de grandeur, il faut s'attendre à ce que dans notre système circulent des montants élevés liés à la criminalité financière, a priori. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas recouvrés à la fin, qu'ils ne sont pas récupérés. On a aussi des montants très élevés qui sont recouvrés dans la lutte contre la fraude, la lutte contre les escroqueries, la fraude fiscale, les confiscations. Mais simplement, à la base, on peut s'attendre à ce que la criminalité financière de base, avant poursuite, soit des montants très élevés. Par ailleurs, on a les indicateurs qui sont fournis par les services d'enquête et de poursuite. Et ça, vous le voyez bien, c'est dans la presse. Je pense qu'ils nous partagent les services de police, Tracfin, les services d'enquête et de poursuite, lorsqu'ils nous partagent les cas qui sont effectivement poursuivis, confirment on peut confirmer que la criminalité reste relativement élevée en France. Il y a des phénomènes en grand développement. On parle beaucoup actuellement du narcotrafic, qui est une réalité. Et là encore, tous les indicateurs qu'on observe sur le narcotrafic suggèrent plutôt une hausse. Et les enquêteurs nous disent, eh bien, on continue de voir, c'est évident, hein, cet argent issu du narcotrafic, il faut bien qu'il aille quelque part. Et on continue d'observer des schémas qui, pour vous, qui travaillez plutôt, je pense, sur des grands groupes ou des cas assez complexes, peuvent vous apparaître assez archaïques, mais si en fait sont tout à fait réels. Déjà, ça passe toujours largement par des espèces, le commerce de base, et il faut bien que ces espèces aillent quelque part. Et par exemple, un schéma qu'on pouvait considérer comme extrêmement ancien est toujours très présent, qui est simplement de transformer des espèces en réunissant deux types de criminalité financière. D'une part, des narcotrafiquants qui ont des espèces et qui ont besoin de les voir arriver sur des comptes courants, et d'autre part, par exemple, des entreprises qui ont des comptes tout à fait réguliers, mais qui souhaitent employer des personnes sans les déclarer. Et donc, on a comme ça des intermédiaires. Ça, c'est pas moi, Trésor, qui le dit, hein, ça vient des services, encore une fois, d'enquête et de poursuite, des intermédiaires qui organisent cela en fournissant une intermédiation, en disant à une entreprise euh, qui souhaite recruter des personnes sans les déclarer, eh bien, vous pouvez faire une fausse facture à une telle autre entreprise créée, par exemple, à l'étranger ou ailleurs en France. Elle vous fera une facture, vous versez des fonds sur un compte. Comme ça, vous avez des fonds que vous avez versés depuis votre compte courant vers un autre compte courant. En échange, vous recevez une facture. Simplement, elle est fausse, mais ça se voit pas au premier abord. Et puis, par ailleurs, le trafiquant, lui, il a créé cette société ailleurs en France qui ne fait rien du tout. Il émet la fausse facture et en sous-main, il va remettre les espèces à l'entreprise qui souhaitait employer des personnes sans les déclarer. Ça, c'est pas une invention d'esprit, hein, c'est vraiment quelque chose qui est rapporté par des services d'enquête et de poursuite. Donc, vous voyez qu'un tel schéma un peu basique, ça existe encore. Donc, on peut qu'imaginer des schémas un peu plus complexes et qui échappent parfois à la perception. Donc, pardon pour ce détour assez élevé. Si ça vous intéresse de voir un petit peu la galerie de tout ce qui est possible, de toute façon, pour certains d'entre vous, vous devez déjà y être intéressé dans un peu les actions de sensibilisation des assujettis, même si encore une fois, ça ne concerne pas forcément tout type d'entreprise, mais Tracfin, donc la cellule de renseignement financier, diffuse tous les ans un relevé de toute une série de typologies. Vous pouvez le voir, hein, c'est une présentation des risques de financement, c'est public sur leur site internet, avec toute une série comme ça de cas très concrets, évidemment anonymisés, mais pour expliquer un petit peu à quoi ça peut ressembler et jetez un coup d'œil, vous serez surpris. Une opération telle que je vais vous la décrire, alors que ça a l'air tout à fait un petit peu ancien peut-être pour des gens comme vous qui travaillez sur des choses plus complexes, en fait sont assez réelles et avec des professionnels qui interviennent dedans pour faire cela. Donc pardon pour ce détour un peu élevé, mais c'est juste pour dire que le sujet, il est pas, on n'est pas dans une situation dans laquelle on a empêché tout ça et maintenant toute Blanche-Fumance place uniquement par juste des espèces en France qui partent directement à l'étranger. On a bien toujours une problématique très vivante d'avoir une criminalité importante et par ailleurs un risque de voir ces flux financiers entrer dans les circuits réels. Donc ça, c'est un petit point de départ. Alors face à cela, l'architecture française, elle a deux volets, comme vous l'imaginez. Le premier volet est évidemment pas quelque chose qui vient de la direction du Trésor à Bercy, mais heureusement pour tous, c'est le volet répressif qui vient simplement des services d'enquête et de poursuite. C'est évident, le premier volet de lutte contre la criminalité financière, c'est avant tout d'avoir des enquêteurs et des personnes qui vont les poursuivre, les condamner. Euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cadre juridique
est assez étoffé en la matière en réalité en France. C'est plutôt quelque chose quand on compare à d'autres dispositifs internationaux, dans ce à quoi on peut comparer, on a en France un cadre qui permet de poursuivre assez largement. C'est vrai du cadre juridique, c'est vrai aussi de l'organisation. Ça, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est moins propre à ce que vous pouvez constater, mais en France, il y a un choix assez fort qui a été fait il y a plusieurs années, qui est de créer des offices spécialisés et des équipes spécialisées, à la fois dans les services d'enquête, donc dans les services de police. Vous avez des offices centraux spécialisés dans la criminalité financière, qui peut être la corruption, la lutte contre la criminalité financière au sens large, le blanchiment. Et puis dans les parquets, vous avez par exemple le parquet national financier, donc des choix faits soit de parquets eux-mêmes, soit d'équipes spécialisées dans la lutte pour cela. Ça répond à la fois à un besoin d'être sûr qu'on a bien des moyens qui sont mis sur ces sujets-là. Par ailleurs, avoir des équipes qui sont disponibles pour des cas les plus complexes, ce qui n'est pas forcément totalement évident a priori. Et puis par ailleurs, simplement pour une contrainte quasi sociologique, qui est juste que c'est bien parfois de pouvoir séparer les équipes parce que ça peut être des compétences et des logiques d'enquête et de poursuite assez différentes de se concentrer sur un réseau physique sur le terrain de criminalité, d'ensuite, par ailleurs, se concentrer sur ses méthodes de flux financiers et de blanchiment. Donc ça a beaucoup de valeur et ça, c'est quelque chose qui est plutôt reconnu au niveau international, d'avoir comme ça des équipes d'enquête et de poursuite un peu spécialisées. Mais en plus de ce cadre répressif un peu classique, qu'on a de la même manière pour toute criminalité un peu physique, pour les vols et tout ça, on a toujours la même chose. On a une autre jambe qui est le dispositif dit préventif, qui est extrêmement importante dans le dispositif anti-blanchiment. Donc on va avoir beaucoup de réglementation qui va viser, pas forcément tout de suite à poursuivre, mais avant cela, essayer autant que possible de limiter les possibilités pour les flux criminels de passer par le dispositif régulier de canaux économiques et financiers. La première partie, c'est évidemment tout ce qui relève de la transparence financière. On voit assez bien pourquoi. Le premier schéma de blanchiment possible, c'est tout simplement masquer l'origine de fonds ou la détention d'une société. Donc tout ce qui relève de publication ou d'obligation de divulgation de qui est le bénéficiaire effectif d'une entreprise, tout ce qui relève des obligations lorsqu'on immatricule une société, par exemple, ça va participer de ce mouvement-là. Et puis, on a surtout ce cadre peut-être un petit peu plus original en matière de lutte contre la criminalité, mais qui en revanche est un cadre international, donc qui s'applique à tous les États, qui est ce dispositif d'assujettissement de certaines professions privées à des règles de vigilance. Donc on parle d'obligation de lutte contre le blanchiment, on parle d'assujettissement, donc c'est très bien connu notamment par tous les commissaires aux comptes et experts comptables parmi vous qui font partie de ces professions. Donc, on fait le choix de dire que certains acteurs privés, en général, pour le grand public, on pense d'abord aux banques, parce que c'est ceux que l'on voit poser plein de questions à leurs clients. Mais en fait, en France, on a plus d'une quarantaine, je pense qu'on physiquement, on doit atteindre dans le code monétaire et financier une cinquantaine de lignes de professions qui sont soumises à ces règles-là. Donc, on va avoir tous les établissements financiers, banques, services de paiement, établissements d'assurance, et puis toute une série d'acteurs non financiers, agents immobiliers, notaires, greffes de tribunaux de commerce, experts comptables, avocats, voilà, des professions qui font l'objet d'obligations. Et donc, ce qu'on va avoir comme architecture, alors on rentre dans un cadre un petit peu plus compliqué. Vous voyez tout en bas des deux côtés des institutions financières et des entreprises qui vont être assujetties à des règles sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard. Donc on va compter sur elles pour effectuer des mesures de vigilance, pour se poser des questions sur qui sont leurs clients, les identifier et puis ensuite effectuer des déclarations de soupçons à Tracfin qu'on voit au milieu. Donc on impose un filtre par ce système privé et on oblige ces professions à signaler à Tracfin, la cellule de renseignement financier au milieu, tout soupçon qu'elle pourrait avoir sur une transaction. Ensuite, Tracfin va agir pour, d'une part, enrichir ces signalements et ensuite effectuer des signalements lorsque c'est justifié, à l'autorité judiciaire.
ce qui a plusieurs vertus. La première, c'est que ça permet effectivement d'enrichir. Donc, TracFin se retrouve au centre. TracFin a accès, évidemment, en tant que service, à toute une série de bases de données publiques ou non publiques en termes de comptes bancaires. Elle a des accès, elle peut effectuer des droits de communication à tout établissement grossièrement financier et puis tout établissement assujetti et va recueillir ces soupçons et ensuite les confronter, les enrichir et dans certains cas, monter un dossier qu'elle va envoyer à un parquet en disant ben là, on estime qu'il y a une poursuite possible. Une autre vertu de ce système, c'est que du coup, TracFin va l'anonymiser. Donc une déclaration de soupçon qui est effectuée à Tracfin ne va jamais directement en tant que telle rejoindre un service d'enquête ou de poursuite. C'est uniquement un produit de Tracfin qui va être quelque chose un produit totalement anonymisé, qui va réunir soit plusieurs déclarations de soupçon, soit ils vont repartir à zéro et refaire intégralement tous les flux et puis sans présenter d'où a pu venir la déclaration de soupçon. Mais tout cela, c'est ça uniquement qui va être transféré à des services d'enquête. Donc, on a une architecture comme ça dans laquelle on se repose. Évidemment, on ne se repose pas que ça. Hein. Encore une fois, je reviens à ce qu'il disait avant. Il y a toujours le cadre répressif classique et il y a beaucoup d'enquêtes financières qui ne partent pas forcément d'une déclaration de soupçon. Mais on a ce dispositif qui permet d'une part de s'assurer d'une barrière, puisque la simple existence de ce dispositif fait qu'il est beaucoup plus difficile pour un acteur criminel de passer par le système régulier pour pouvoir blanchir ses capitaux et qui va par ailleurs permettre d'en détecter quand même certains criminels prennent le risque de passer par ces dispositifs. Donc vous avez des acteurs obligés, comme ils sont là, qui font des signalements à Tracfin. Et dans l'architecture, pour s'assurer que ces acteurs effectuent bien ces signalements et effectuent bien surtout respectent bien leurs obligations de vigilance et autres, il y a une supervision qui est appliquée. Donc on a des superviseurs administratifs. Donc là, on n'est toujours pas dans le cadre répressif. On va avoir des autorités qui vont veiller à ce que les acteurs privés qui ont ces obligations les appliquent bien. Donc dans le secteur financier, ça va être l'autorité de contrôle prudentiel et l'autorité des marchés financiers. Et ensuite, dans les autres secteurs, on va appliquer un choix qu'on a fait en France, mais qu'en fait la plupart des États font, qui est de choisir plutôt une spécialisation. C'est-à-dire que l'autorité qui va vérifier que ces obligations sont bien respectées, c'est pas une autorité unique nationale, mais on va plutôt avoir une autorité par secteur, qui est en général l'autorité qui supervise par ailleurs le respect d'autres obligations. Donc ça peut être, par exemple, la H2A va jouer ce rôle-là. Mais on peut avoir des professions autorégulées pour lesquelles c'est leur ordre qui va jouer ce rôle. On peut avoir les experts comptables, le Conseil national des barreaux, le Conseil supérieur du notariat. Et puis pour d'autres professions, par exemple pour les agents immobiliers, ça va être la DGCCRF qui va effectuer ce rôle. Et en cas de manquement, la DGCCRF va pouvoir présenter des dossiers à la Commission nationale des sanctions, bien connue par certains membres de cet auditoire, qui va pouvoir appliquer des sanctions administratives, soit des amendes, soit des interdictions d'exercer, temporaires ou non, auprès des personnes assujetties. Donc, on a une architecture comme ça, dans laquelle on fait intervenir beaucoup d'entreprises ou d'acteurs privés pour qui doivent appliquer des mesures de vigilance et, le cas échéant, effectuer des déclarations de soupçon euh, à Tracfin. Et on a des superviseurs. Et ça s'ajoute au côté répressif. Et c'est pour ça qu'on arrive à un conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment qui a été présenté par Patrick Evans au départ. Parce qu'en fait, ce qu'on aboutit à la fin dans ce système, on aboutit à quelque chose dans laquelle on a non seulement des acteurs du répressif, donc des services de police, des services de la justice, Tracfin, et puis toute une série de superviseurs assez différents, puisque chacun va plutôt avoir la caractéristique d'être expert de son secteur, mais on va avoir beaucoup d'acteurs. À la fin, si on fait le compte, entre tous ces services d'enquête et poursuite, on arrive vite à une quarantaine de personnes. Et donc c'est pour ça qu'a été créé il y a maintenant très longtemps ce Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment, qui vise déjà d'une part tout simplement à réunir tous ces acteurs, comme ça a été dit, une fois par mois pour s'assurer que tout le monde est sur la même ligne. Donc ça peut être simplement du partage d'informations,
euh, des travaux un peu ciblés. Si par exemple on souhaite voir comment on lutte contre le blanchiment dans le secteur immobilier, ben, on voit bien que tous ces acteurs vont jouer un rôle et donc c'est important de le faire tous ensemble. De même pour les espèces, les cryptoactifs. Et puis par ailleurs, ce conseil, outre le fait de se réunir, va avoir des rôles de production, une production d'un rapport annuel qui porte assez mal son nom parce que c'est pas seulement le rapport annuel du Conseil d'orientation, c'est aussi un rapport qui va consolider l'ensemble des statistiques en matière de lutte contre le blanchiment. C'est une obligation réglementaire qui vient de textes européens par ailleurs. Donc c'est un rapport qui est public, hein, auquel vous pouvez accéder. On va tout juste publier l'édition de cette année, mais l'édition de l'année précédente est accessible, dans laquelle on peut avoir tous les volumes de déclarations de soupçons, qui sont déjà par ailleurs communiqués par Tracfin, hein, mais par ailleurs toutes les enquêtes, poursuites, condamnations pour anti-blanchiment, et puis toutes les actions de supervision menées par les différents superviseurs. Et par ailleurs, le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment publie ce qu'on appelle une analyse nationale des risques, qui est aussi une obligation internationale, qui est un document unique qui va centraliser tous les risques de criminalité financière auxquels on estime faire face. Donc ça vient évidemment plutôt des acteurs du répressif. Donc de façon assez classique en France, on dit en général qu'on fait face aux risques surtout en masse de narcotrafic et puis de fraude en termes d'escroquerie et de fraude fiscale et de fraude sociale, et qui ensuite va montrer un petit peu les canaux qu'il peut y avoir et puis qualifier les risques et menaces pour chacun des secteurs. Alors, je vous présente un peu ce que ça donne. Euh, je reviendrai après sur les obligations. Ça donne un peu ce graphique-là, dans lequel on va essayer de présenter chaque secteur. Donc ça, c'est juste un schéma récapitulatif, hein, mais vous pouvez accéder à l'analyse nationale des risques. La dernière édition a été publiée en 2023. C'est en gros tous les 3 à 4 ans. Elle est publique, hein, vous pouvez la constater. C'est beaucoup plus détaillé que ça. Il y a par ailleurs des analyses sectorielles pour chacun des secteurs. Mais pour résumer un petit peu, je vais vous présenter un petit peu comment est-ce que chacun des secteurs assujettis ou non va être qualifié dans ce domaine-là. Donc, ce qui a été étudié, et ça relève des standards internationaux, mais aussi d'une certaine logique, c'est de regarder pour chaque secteur quelle est d'une part la vulnérabilité, donc à quel point est-ce que chaque secteur va être exposé à voir passer des schémas de blanchiment et de financement du terrorisme. Ensuite, on va étudier dans le détail quelles sont les mesures d'atténuation qui peuvent être prises, soit parce que le secteur est extrêmement régulé, en général, ça va être ça qui va permettre de factoriser, et puis ensuite, on en déduit une menace réelle. Et donc ça, si on prend par exemple le secteur, je pense qu'on peut observer, alors je ne vais pas le retrouver évidemment. Euh, voilà, dans les professions des chiffres et du droit, alors j'aurais peut-être dû reprendre une version détaillée dans laquelle on pouvait trouver les commissaires aux comptes. Euh, mais c'est plutôt un secteur dans lequel on va avoir une menace très élevée, enfin une menace élevée, pardon, qu'on qualifie alors dans la sécurisation, puisque pour les commissaires aux comptes, vous allez être amené à voir passer de nombreux schémas, et donc il est possible, comme on sait, ça c'est très détaillé, mais c'est assez logique, que des structures qui peuvent avoir accès à un commissaire aux comptes peuvent être des vecteurs de blanchiment. Je vous ai présenté quelque chose de très simple au début, mais il y a des choses beaucoup plus compliquées, évidemment. Donc, la menace de voir passer ce type de schéma euh, va ainsi être plutôt élevée. Mais en réalité, ensuite, il y a beaucoup de mesures d'atténuation qui sont prises parce que c'est un secteur régulé, parce qu'il y a beaucoup d'obligations qui s'appliquent. Et donc, la vulnérabilité va plutôt être modérée, in fine. Mais je pense que ça, c'est un schéma qui est utile à la fois pour les professions en tant que telles, pour voir quelle est leur propre exposition, mais qui est utile aussi et surtout, qu'en général, vous allez bien connaître votre secteur, pour voir un petit peu quand on est confronté à d'autres types de secteurs, comment est-ce qu'ils sont exposés et quel va être leur rapport, un peu leur exposition à des types de blanchiment. Peut-être pour revenir sur en détail comment ça se traduit pour des obligations, pour des entreprises elles-mêmes assujetties. Quand on est une entreprise assujettie aux règles anti-blanchiment, donc là on parle à la fois de très grandes structures, type de très grands établissements financiers,
comme des banques, mais après, ça va s'appliquer aussi à tous les acteurs, y compris, comme je disais, des agents immobiliers, des experts comptables, des commissaires aux comptes. On a tout un socle commun d'obligations. Je vais le reprendre un petit peu dans l'autre sens par rapport à comment c'est présenté là. La base vraiment, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on attend de ce type de dispositif, c'est que ces acteurs-là constituent une barrière et donc qu'ils identifient leurs clients, qu'ils appliquent une vigilance à la fois sur le client et sur les opérations, et en cas de soupçon, qu'ils signalent ces soupçons à Tracfin. Pour faire cela et pour que ce soit bien fait, cela impose, et ça c'est dans les textes, mais ça participe aussi d'une logique, ça impose de se poser la question a priori, et donc de réaliser d'abord une cartographie des risques auxquels on est exposé, et bien sûr d'avoir une formation des personnels. C'est comme ça qu'un peu est construit la réglementation, qui va être à la fois dans les textes législatifs et réglementaires, mais après décliné dans des textes sectoriels, soit y compris des lignes directrices des superviseurs. Mais dans la logique générale, ce qu'on veut, c'est que tous ces acteurs constituent une barrière, ne puissent pas être instrumentalisés pour laisser passer des actions de blanchiment. Et donc, évidemment, en fait, la première chose, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est tout le temps un peu constaté, c'est il faut que ce soit quelque chose qui soit endossé et qui soit approprié par les acteurs en question. La première chose en pratique pour que ça marche, il faut en général, on dit que ça doit être au niveau des dirigeants. Il faut avoir conscience que c'est une obligation et bien s'engager à l'appliquer. Sinon, ça paraît pas très réaliste d'imaginer que tous les acteurs de la structure, qu'elles soient grosses ou petites, le prennent complètement, parce qu'on comprend bien que c'est une obligation un petit peu originale, au sens où c'est pas forcément une obligation qui va aller spontanément dans le sens où qui va aller spontanément dans les actions qui vont être menées par l'acteur. Je pense que c'est un petit peu particulier pour des acteurs comme les experts comptables ou les commissaires aux comptes qui ont par nature déjà un rôle de vérification, de contrôle, d'audit. Donc pour des professions comme ça va apparaître comme plus ou moins naturel de se poser des questions. Donc ça, c'est. Mais il faut bien imaginer que en matière d'obligation anti-blanchiment, quand on applique à des acteurs qui vont avoir une activité purement commerciale, le fait de dire que on souhaite qu'ils n'appliquent pas, soit qu'ils n'offrent pas leurs services, soit qu'ils fassent des signalements quand il y a un soupçon trop fort d'avoir un lien avec un blanchiment, ça va pas forcément être par nature partie à la démarche qui va être réalisée par l'acteur. Et donc, il y a la première des obligations, en réalité, ça va être que l'acteur en question se soit bien approprié et bien au plus haut niveau réaliser que c'est une obligation qui s'applique et bien donner instruction à tous de l'appliquer. Et après, dans le détail, l'obligation générale, a priori, avant de se pencher sur toute opération, ça va être de mettre en place une cartographie des risques, donc se poser soi-même la question, bah, à quoi est-ce que je suis exposé dans mon activité professionnelle en termes de risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Pour ça, évidemment, le cadre de référence, on part pas de zéro. Il faut s'appuyer sur les analyses nationales de risque et sectorielles de risque. Donc l'analyse nationale qui est publiée, comme je l'ai indiqué avant, l'analyse sectorielle qui va être fournie, qui est publique aussi, mais qui va être fournie pour chaque secteur. Et puis après, le Tracfin partage des typologies, le superviseur en général est disponible pour partager des éléments détaillés. Et puis après, c'est à chacun de se poser des questions sur, au vu de cette analyse nationale, quel est le risque propre. Typiquement, la question qui est attendue des assujettis, c'est est-ce que votre activité commerciale, votre pratique vous met à vous placer dans un secteur qui est particulièrement exposé. Si on prend, par exemple, si on prend un secteur qui va pas forcément être chez vous, mais si on prend les agents immobiliers, c'est évidemment pas pareil et pas le même type de risque d'être un agent immobilier qui va effectuer uniquement de la location de petits logements résidentiels que d'être un agent immobilier qui va effectuer uniquement des transactions de vente de biens de luxe dans le sud-est de la France. Et là, on voit bien que les risques sont pas les mêmes. Là, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro risque par ailleurs. On sait qu'il y a des typologies de blanchiment qui vont passer par de la vente de biens commerciaux de pas forcément de très forte valeur et pas forcément uniquement dans des grandes villes, mais ça va pas forcément être les mêmes typologies.
Donc, il y a tout un raisonnement qui est à réaliser a priori par chaque acteur, de juste se poser la question, avoir bien conscience de quelle est l'analyse sectorielle du risque et essayer de la comparer à quelle est sa propre activité. Et puis ensuite, une fois que cette cartographie est faite, bien avoir un système en place de gestion de ces risques et surtout, quand on rentre dans le détail, avoir bien un système d'identification des clients. Euh, alors après, il y a toute une, je vais pas rentrer dans le détail ici, mais il y a toute une séparation à faire en principe entre clients occasionnels et clients réguliers. Ça, bon, ça, ceux qui connaissent bien, et les autres n'ont pas forcément besoin de connaître tout ce détail. Mais de la même manière, il y a une vigilance qui est apportée non seulement aux clients, mais à l'opération. Mais de la même manière, il y a des distinctions entre est-ce que c'est occasionnel, est-ce que c'est régulier. Mais je pense que pour aujourd'hui, je vais peut-être pas rentrer dans ce détail-là. Et ensuite, une fois que dans le cadre d'opérations de vigilance, un soupçon va être détecté, donc quelque chose soit qui n'a pas l'air tout à fait clair et aucune justification correcte n'est apportée, eh bien une déclaration doit être effectuée à Tracfin. C'est une obligation. Euh, Avec ensuite une supervision qui va être effectuée, donc des contrôles sur place qui peuvent être effectués par le superviseur. Encore une fois, ça dépend de l'organisation de chaque secteur d'activité, où le contrôleur va venir vérifier non seulement qu'il y a bien une prise en compte du sujet, qu'il est bien connu, qu'il y a bien une formation, une propre cartographie des risques, et puis ensuite va regarder des dossiers individuels pour vérifier qu'il y a bien une identification des clients, des mesures de vigilance et, le cas échéant, une déclaration de soupçon à Tracfin qui a été réalisée. Donc on a un système comme ça. Pardon, je suis entré un peu dans le détail, mais euh, on a un système comme ça qui fait vraiment appel à des acteurs privés, à des organisations tout à fait classiques, pour pouvoir faire barrière à des opérations de blanchiment et, le cas échéant, les détecter. Si on prend par exemple des commissaires aux comptes, pour être tout à fait concret, dans le cadre de sociétés commerciales, ce que ça permet de détecter, vous pouvez le voir, hein, le Tracfin fait dans ses rapports publiés par ailleurs un petit état des lieux de toutes les déclarations de soupçons qui sont réalisées par différentes professions. Et vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemblent les déclarations de soupçons effectuées par les commissaires aux comptes. Alors, je veux dire qu'ils le signalent eux-mêmes que c'est en réalité à ce stade encore assez peu en volume de déclarations de soupçons de ce qui existe, au rapport du nombre et du nombre d'opérations qui sont vues. Ça, je pense, c'est un débat qui mérite d'avoir. Il y a sans doute plutôt une marge encore à la hausse dans ce domaine-là. Mais en termes de typologie, ce qu'il peut y avoir, ça peut être en termes de société commerciale, bien sûr, typiquement des infractions de fraude fiscale, des infractions d'abus de biens sociaux. Ça va être typiquement le genre de choses qui vont être relevées par un commissaire en côte et qui vont intéresser Tracfin. Ça va se voir par tout type d'atypisme, mais ça, je pense que vous le saurez mieux que moi et je ne veux pas revenir là-dessus. Je signale aussi que les associations sont aussi des structures sur lesquelles peuvent se déclarer des soupçons intéressants. Une association elle-même n'est pas assujettie aux règles anti-blanchiment. En revanche, les associations peuvent servir malheureusement de vecteurs de blanchiment ou de financement du terrorisme, avec l'idée qu'on peut avoir des associations, mais vous le savez très bien, qui peuvent avoir des tailles extrêmement importantes, d'autant plus si vous les constatez, vous, en tant que dans ce public aujourd'hui, dans vos activités, c'est qu'en général, c'est avec des associations traitant des volumes très importants, et donc il peut y avoir malheureusement des actions soit de détournement, soit à des fins personnelles, soit à des fins plus limitées, mais pour du financement du terrorisme. Et donc, ce sont aussi des déclarations qui sont très intéressantes et pour lesquelles les rôles de profession du chiffre vont être très importants parce que ça va être un des seuls acteurs qui va pouvoir détecter qu'il se passe quelque chose parce que par rapport à un établissement financier, les professions du chiffre vont avoir accès à beaucoup plus d'informations et vont avoir par nature, du fait de leur fonction et de leur rôle, une connaissance vraiment fine de quelle est l'activité réelle déclarée face à ce qui est vraiment réalisé sur le terrain. Euh, Vous pouvez le voir tout ça. Encore une fois, je ne veux pas euh, vous donner trop de détails sur tout ça. Je vous invite vraiment à regarder les documents précis qui sont l'analyse sectorielle des risques détaillée pour les commissaires aux comptes. Et puis, il y avait eu par ailleurs ce qu'on appelle chez vous, je crois, c'est des normes d'exercice professionnel qui ont été publiées. Et je crois que les dernières datent de 2020 qui vous donneront un peu
un peu plus de détails ce qui est attendu, et ainsi que les lignes directrices conjointes qui ont été publiées par la H2A et Tracfin, qui donnent un peu plus d'éléments, encore une fois, sur ce qui peut être attendu au quotidien pour ceux qui sont d'entre vous, qui sont réellement parmi les professions assujetties. Alors, je vais aller un peu dans le détail, je vais revenir un peu en arrière pour parler un tout petit peu des évolutions réglementaires récentes. Ce qu'il faut voir vraiment, c'est qu'au niveau national, quand on observe les travaux parlementaires, on a plutôt un appel au renforcement de ces mesures. J'ai plusieurs exemples. Il y a deux exemples très importants. Il y a la loi dite narcotrafic, qui date de juin dernier, qui est maintenant en application, et qui, bien sûr, dans la plupart des mesures, ne concernait pas spécifiquement l'anti-blanchiment, mais qui comporte quand même des dispositions très importantes en matière d'anti-blanchiment. Pas forcément pour vous tous ici, mais juste pour illustrer à quel point est-ce qu'il y a plutôt une volonté de le renforcer. D'abord, cette loi, elle a étendu le champ de l'assujettissement. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'on a un grand nombre de professions assujetties, en fait, dans le débat parlementaire, j'insiste parce que c'est plutôt venu du côté des parlementaires. Les parlementaires ont plutôt choisi et souhaité étendre le champ des professions pour lesquelles ils attendent de faire barrière au blanchiment. Euh, alors, au final, la loi atterrit sur une extension de l'assujettissement qui correspond quand même aux travaux européens dont je vais parler tout à l'heure et qui doivent entrer en application en 2027. Mais ils souhaitaient non seulement l'étendre dans le champ, mais aussi peut-être le faire plus vite et voire même aller plus loin que ce que le niveau européen permettait. Donc, en pratique, l'assujettissement va être étendu à des vendeurs et loueurs de véhicules, que ce soit véhicules automobiles, avions et bateaux. Je le signale parce que ça paraît pas totalement forcément intuitif. Ça correspond à des véritables vecteurs de blanchiment, hein. C'est pas du tout quelque chose qui était une idée comme ça sortie de nulle part, mais c'est quand même une extension du domaine de l'anti-blanchiment à de nouveaux acteurs de vente de biens physiques qui jusqu'ici sont relativement éloignés de ce type de problématique. Donc il y a plutôt une volonté des législateurs de faire cela. Il y a par ailleurs un renforcement de l'obligation de formation, donc qui va donner lieu à un décret qui sera prochainement adopté, mais il n'y a pas forcément d'inquiétude très forte à avoir sur la modalité. L'orientation sera plutôt de faire en sorte que les obligations soient précisées par type d'activité. Donc, on ne va pas forcément avoir une unification des obligations de formation au niveau national. En revanche, les législateurs étaient très attentifs au fait que ce soit renforcé, en estimant qu'aujourd'hui, le niveau de formation n'était pas suffisamment convaincant chez les assujettis. Et puis, par ailleurs, autre mesure intéressante à signaler, en matière de société, on a déjà des obligations d'identification du bénéficiaire effectif en France. Donc, depuis plusieurs années, déjà depuis 2017, il est plus possible de créer une société si vous ne dévoilez pas qui est le bénéficiaire effectif et si vous ne fournissez pas tous les justificatifs associés. Le greffe du tribunal de commerce ne va pas créer la société si vous ne lui apportez pas tous les éléments pour justifier quel est le bénéficiaire effectif. Mais depuis, on a d'une part tout le stock de sociétés qui a été créé avant cette date, qui parfois n'avaient pas déclaré leur bénéficiaire effectif. Et puis après, en cours de route, on peut avoir des sociétés qui en ont changé, pour lesquelles des divergences ont été signalées et pour lesquelles les greffes n'arrivaient pas à arriver à leur fin, à faire déclarer qui est vraiment le bénéficiaire effectif. Et bien, la loi contre le narcotrafic, les législateurs ont choisi d'aller vers un dispositif qui va permettre aux greffes de radier les sociétés simplement quant au terme d'une procédure, hein, qui quand même, c'est pas, voilà, il y aura toute une série de relances et c'est pas, ça va pas être immédiat. Tous les droits, bien sûr, vont être respectés, mais le signal est très fort de dire que le greffe pourra simplement radier la société si elle ne justifie pas et ne déclare pas proprement qui est son bénéficiaire effectif. Donc les parlementaires ont plutôt fait le choix de dire que on préfère avoir cette petite contrainte supplémentaire à l'activité économique, bon, qui en pratique va vraiment concerner des sociétés à problème, donc c'est pas forcément extrêmement surprenant, mais vont plutôt aller dans le sens de renforcement de ces mesures. Autre signal, la proposition de loi qui est actuellement en discussion, qui a été déposée cet été par des sénateurs pour la sécurisation juridique des structures économiques face au risque de blanchiment. Donc c'est lié à la commission d'enquête sénatoriale que j'évoquais au tout début, qui s'est montée
il y a plusieurs mois, comme suite à la loi contre le narcotrafic, pour essayer de se pencher spécifiquement sur les volets financiers et pour voir si on pouvait aller plus loin et si tout avait été traité dans le cadre de cette loi sur le narcotrafic. Donc il y a un rapport qui est public et par ailleurs les sénateurs ont déposé plusieurs propositions législatives, dont celle-ci qui est actuellement en discussion, qui a déjà connu une lecture au Sénat. Et j'attire votre attention dessus. Alors, elle est en discussion parlementaire, elle n'est pas du tout adoptée, mais je pense qu'elle est assez intéressante, d'une part parce qu'elle illustre un peu le travail qui est effectué par des parlementaires sur ce sujet, et par ailleurs parce que sur le fond, ce qu'ils ont souhaité faire, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant à connaître, en tout cas pour savoir dans quel sens ça va aller. Ce qu'ils ont souhaité proposer, c'est par exemple avoir une vigilance obligatoire renforcée en matière de cession de sociétés commerciales. Donc, en cas de cession de société commerciale, renforcer les obligations de vigilance sur quelle est l'origine des fonds. Donc, encore une fois, ça a parti plutôt d'un mouvement à dire on veut renforcer les mesures de vigilance dans ce domaine et augmenter les barrières à faciliter du blanchiment dans le cadre d'activités économiques assez courantes. Un autre exemple, c'est qu'ils souhaitent pouvoir préciser dans les lois euh, les cas dans lesquels on doit soit effectuer des mesures de vigilance, soit effectuer des déclarations de soupçons, et notamment renforcer un peu les définitions de ce qu'est une société éphémère ou un vecteur de blanchiment. Alors, je pense, il y a beaucoup de discussions, hein, c'est pas du tout évident que ça termine au niveau législatif. Il y aurait d'autres solutions pour faire cela sans passer par la loi. Mais je souhaitais juste vous le signaler parce que ça témoigne encore une fois du niveau d'implication des parlementaires dans le fait de renforcer ce dispositif. Pardon, je vois que le temps avance, je suis relativement en retard par rapport à ce que je voulais faire, mais j'ai tenté d'accélérer un peu. Je cite également le projet de loi sur la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, parce que dans ce projet de loi, cette fois déposé par le gouvernement, il y a aussi tout un axe sur le fait de changer le régime d'assujettissement des professions du luxe. Pas forcément pour le changer fondamentalement sur le fond, mais pour changer son accroche juridique pour pouvoir ensuite se permettre de moduler le plafond de paiement en espèces. Et encore une fois, ça participe d'un mouvement, cette fois du gouvernement, de pouvoir un peu renforcer ces mesures. Donc on a plutôt au niveau national une volonté qui est assez partagée par les parlementaires de faire vivre ce dispositif et plutôt de le renforcer. Alors, je vais vous parler un peu, je suis allé beaucoup trop lentement, euh, du cadre international et européen dans lequel tout ce cas s'inscrit. Parce que tout ce que je viens de vous développer, c'est un dispositif national qui est dans nos textes nationaux, mais c'est pas du tout une invention française isolée. Ça vient bien sûr d'un cadre européen, j'y reviendrai, mais même déjà, ça vient d'un cadre international. On a des standards internationaux en matière d'anti-blanchiment qui sont exactement cela. Avoir un régime d'assujettissement de professions qui sont listées, hein, auxquelles on oblige à identifier les clients, à faire des déclarations de soupçons, il faut qu'elles soient supervisées, et ensuite avoir un régime de poursuite, condamnation, confiscation. Et pour ça, une organisation internationale qui s'appelle le GAFI, le groupe d'action financière, qui est en charge de ces dispositifs-là. Donc c'est une organisation internationale, je pense, qui est intéressante à connaître pour plusieurs choses. Donc déjà, c'est une organisation qui fait plusieurs choses, qui d'abord travaille sur les risques de façon assez classique. Donc ça, c'est assez simple, qui va faire du partage d'informations entre tous ses différents membres et puis qui va publier des documents pour montrer un petit peu quelle est l'évolution des risques. Là, je vous ai mis en premier un rapport que l'on a très largement soutenu, qui date de juillet dernier, qui a fait un état des lieux sur toutes les pratiques de financement du terrorisme dans le monde. Je vous invite à le consulter si c'est un sujet qui vous intéresse, parce que c'est un rapport qui est en fait, alors même que c'est un rapport international, qui est endossé par les quarantaine de pays qui sont membres, avec des profils très divers, c'est un rapport qui ose aller assez loin dans le détail non seulement des pratiques, mais aussi des organisations terroristes, y compris des organisations qui ne sont pas jugées par terroristes comme tous les pays du monde. Donc c'est au final, au GAFI, c'est une organisation assez vivante, déjà au stade de l'identification des risques, qui sait pouvoir faire en sorte de montrer des risques, quand bien même ils ne sont pas forcément les organisations derrière ne sont pas totalement consensuelles par les pays du monde. Ça, c'est assez attendu. Et ensuite, c'est une organisation qui va adopter des standards. Comme je l'ai dit, tout ce qui
concerne les obligations de vigilance, de poursuite, en fait, ce sont des standards GAFI. Donc, qui se distinguent, je ne vais pas rentrer là dans le détail, il y a 40 recommandations, 11 résultats immédiats, il y a tout un détail. Là, je vous ai mis en exemple un des derniers standards publiés qui était, c'est pas le dernier en date, mais je pense que c'était un qui était notable, toute une action qui avait été faite sur les cryptoactifs. En fait, sur les cryptoactifs, il y a un standard international qui impose aux États à terme de mettre en place des mesures de vigilance, identifier les clients, faire les déclarations de soupçons. Là où ça devient plus original et plus intéressant, c'est que c'est aussi une organisation qui fait une évaluation des pays membres. Là, je vous ai mis la première page du rapport d'évaluation de la France. Mais c'est une organisation utile dans ce domaine-là. Et puis enfin, il y a la fameuse liste grise. Donc pour les États qui sont trop mal évalués, donc les rapports d'évaluation sont publics. Et par ailleurs, quand les notes sont trop mauvaises, les États rentrent dans une procédure de surveillance. On dit liste grise, mais en fait, normalement, c'est une surveillance renforcée dans laquelle les États s'engagent à mettre en place des mesures et ils sont suivis très régulièrement dans l'année pour cela, mais ils sont par ailleurs sur une liste publique qui est accessible à tous. Alors, nous, on soutient particulièrement cette organisation et je pense qu'elle est intéressante à plusieurs titres. C'est une organisation qui comporte que 40 membres. Ça, c'est lié au poids de l'histoire. C'est une organisation qui a été créée par le G7 en 1989, en France d'ailleurs, dont le secrétariat est basé à Paris. Il n'y a que 40 membres, mais en fait, ces standards s'appliquent à tous les pays du monde parce qu'il y a un réseau de 9 organismes régionaux qui s'engagent à effectuer des évaluations sur la base des standards du GAFI. Donc, on a bien une portée internationale à tous ces standards. Et par ailleurs, ce sont des standards qui sont plutôt mordants, en fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a tout ce qu'on applique chez nous en matière d'anti-blanchiment, ça provient des standards GAFI. Tout ce que vous pouvez trouver en termes de ce qui doit donner lieu à des déclarations de soupçons, le fait d'avoir une supervision avec des sanctions données par le superviseur qui soient dissuasives pour les assujettis, ça vient des standards GAFI. Et surtout, les évaluations, elles, sont quelque chose qui ont réellement un impact. Une évaluation par le GAFI, concrètement, c'est une évaluation qui est en réalité réalisée par des experts qui proviennent d'autres États membres. C'est une évaluation par les pairs. Donc, c'est pas un secrétariat. Le secrétariat va organiser cela, mais après, ça va être des experts qui vont venir de plusieurs États membres, qui vont passer en gros 18 mois à revoir toute la documentation du pays, à venir sur place pendant plusieurs semaines, poser toutes les questions qu'ils souhaitent à toutes les organisations qu'ils souhaitent sur place, produire un rapport d'en gros 200 pages qui va être appuyé sur des standards qui s'attachent non seulement à toute une série de critères techniques, mais pas seulement sur les textes, mais bien sur l'efficacité. Donc des questions, voir est-ce que vraiment il y a des déclarations de soupçons qui sont pertinentes, est-ce que il y a des enquêtes et poursuites qui correspondent au risque, est-ce que les condamnations correspondent au risque, est-ce qu'il y a des confiscations, des saisies. Donc tout est regardé vraiment dans le détail. Et c'est plutôt quelque chose qui est assez redouté par les États et qui va peser. Je peux donner un exemple. Alors je sais que c'est pas, on est dans un format assez ouvert, mais juste pour vous donner un petit exemple de en quoi ça fonctionne. C'est pas très, c'est juste pour vous signaler. Par exemple, en 2022, nous on a eu notre rapport, on en est très content. L'Allemagne avait eu son rapport. Si vous pouvez regarder c'est pas pour, je pense qu'ils sont pas mal améliorés depuis, mais à l'époque en 2022, leur rapport était pas très bon. Les notes étaient pas très élevées, donc même pour un grand pays comme l'Allemagne, c'est une institution qui sait être critique. Et alors même, petite anecdote, qu'à l'époque, l'Allemagne était présidence de l'organisation. Donc c'était un président allemand en réalité. Donc c'est juste pour témoigner, je dis pas ça pour, c'est juste pour signaler que on arrive dans une organisation comme ça grâce à ce système où on s'appuie sur beaucoup de critères et sur des experts qu'on envoie comme ça pendant 18 mois et qui reviennent après avec leur rapport. C'est une mécanique qui permet d'être mordant. On a aussi régulièrement des cas où le rapport arrive à souligner que l'État va trop loin. C'est-à-dire, ça, c'est pas forcément quelque chose qui va arriver pour des États européens, mais pour d'autres pays du monde, le rapport peut signaler que l'État utilise un petit peu indûment ces règles anti-blanchiment pour réprimer de façon excessive des associations. Donc l'évaluation GAFI, c'est quelque chose, vous l'avez sans doute entendu quand il y avait l'évaluation de la France, c'est quelque chose auquel les États attachent une grande importance.
Le placement sur liste aussi, c'est quelque chose de très mordant. Les États le redoutent, avant tout pour des questions de réputation, parce qu'en fait, en pratique, un placement sur liste, ça peut donner lieu à des mesures de vigilance plus importantes, mais c'est pas censé être une mesure, il n'y a pas de contre-mesure, c'est pas censé limiter les flux financiers vers un pays en question. Ça doit bien se traduire par des mesures de vigilance plus élevées, mais à la fin, il n'y a aucune interdiction de transmettre des flux. Là aussi, c'est une mécanique assez mordante qui est redoutée par les États et lorsqu'ils sont dessus, les oblige à accélérer très fortement dans leurs évaluations. Et là encore, c'est une mécanique qui peut toucher un peu tout le monde. À titre d'exemple, assez récemment, on a pu avoir des États membres de l'Union européenne sur liste grise, comme la Croatie par exemple, ou encore l'Afrique du Sud, qui est un membre plénier du GAFI et pays du G20. Donc c'est encore une fois une mécanique qui est assez mordante. Donc pour nous, en tant que France, c'est une organisation importante parce que les standards doivent être appliqués par tout le monde, y compris par nous, et parce que c'est un outil important pour que d'autres pays du monde progressent en même temps que nous. J'aurais pas mal de... Là, je vois que le temps avance, je suis déjà assez en retard, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une organisation par ailleurs assez intéressante à plusieurs titres, notamment par le fait qu'il n'y a pas de... c'est intégralement basé sur ses membres. Donc en fait, c'est une organisation qui coûte très peu cher puisque c'est surtout une organisation de travaux où ensuite chaque État membre va contribuer avec ses experts. Donc on contribue plutôt avec de la fourniture d'expertise de la part des services de l'État ou d'autres par ailleurs. Et qui, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une organisation intéressante au sens où elle n'a pas de traité et elle a fonctionné uniquement en fournissant des évaluations qui ont été jugées de qualité et qui donc ont eu un effet mordant. C'est aussi un exemple intéressant de comment une organisation internationale peut vivre sans forcément vivre l'étape difficile de négociation a priori. Mais je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Peut-être un petit point comme ça pour l'anecdote sur comment cette organisation a vu le dispositif français. Donc je vous remets un peu les notes de la France comparées à quelques voisins. Donc notre rapport date de 2022. Je pense qu'il faut déjà commencer à se dire que le prochain arrive, puisque la prochaine évaluation française s'étalera entre 2028 et 2030. Et comme le GAFI, dans ses évaluations, regarde l'efficacité, donc regarde dans les chiffres ce que ça a donné au cours des dernières années, en fait, toute notre performance actuellement va compter dans notre future évaluation. Donc, c'est plutôt quelque chose à regarder. Mais si on fait un petit retour sur l'évaluation qui avait été publiée en 2022 et sur les notes que l'on a eues sur les différents types, alors c'est beaucoup plus détaillé de ça, hein, là c'est vraiment une version simplifiée. Je pense qu'on peut dire que on se reconnaît au final, on peut trouver quand même que c'est assez représentatif. On voit assez bien les forces qui sont reconnues en France. Où en France, le GAFI a estimé que notre dispositif général est assez robuste. D'abord en matière d'enquête et poursuite, le fait d'avoir des organismes spécialisés qui sont comme ça très performants sur le haut du spectre. On est jugé très bon en matière de confiscation. J'en ai pas parlé, mais par exemple en France, le fait d'avoir une AGRAS, donc une agence spécialisée en matière de saisie et recouvrement, qui est capable de faire de la saisie de cryptoactifs, de les revendre, pour vous montrer un peu ces scénarios de pointe, c'est quelque chose qui a plutôt convaincu. Notre dispositif en général, avec le fait d'avoir un assujettissement assez large et d'avoir une coordination avec le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment, c'est quelque chose qui a été aussi très reconnu, parce que les États font face soit au fait qu'ils assujettissent, ils n'arrivent pas à assujettir des secteurs, soit quand ils en assujettissent plein, ils n'arrivent pas à coordonner l'action de tous. Et donc ça, nous, notre dispositif a été reconnu comme très bon, et puis la cellule de renseignement financier également. Et en revanche, en termes de faiblesse, spécifique à la France. Comme vous le voyez, on n'a pas encore convaincu sur le fait que la supervision des assujettis est suffisamment réalisée en France. Je pense qu'il faut l'avoir quand même en tête. Alors, comme vous le voyez, je le montre là, pour pas le cacher, hein, c'est pas une spécificité française. C'est en général très difficile parce que c'est clair que assujettir beaucoup de professions de types en général très différents et s'assurer que les obligations sont bien respectées, c'est un problème pour tous les États du monde. C'est pas quelque chose qui est spécifique à la France.
Un des seuls États est très bien noté là-dedans, c'est l'Espagne. Je vous l'ai mis là. Et en fait, il faut noter que l'Espagne, eux, ils ont fait le choix d'avoir un superviseur quasi unique pour toutes les professions du non financier. Ce qui est un choix euh, qui est un petit peu différent, qu'on ne souhaite pas faire actuellement, mais ça illustre un peu comment on fait pour que ça marche. Nous, actuellement, c'est pas comme ça qu'on souhaite faire. Mais il y a un vrai reproche qui est fait par les évaluateurs du GAFI et qu'on retrouve assez facilement en fait hein, chez les superviseurs dans les études qui sont faites, de ne pas encore avoir atteint le régime de croisière en termes de simple connaissance par les acteurs des obligations qui pèsent sur eux et ensuite du respect. Je vais donner un chiffre qu'on a même publié, hein, enfin pas un chiffre, mais une évaluation. Par exemple, dans le secteur des agents immobiliers, on l'avait mis hein, dans l'analyse nationale des risques réalisée il y a quelques années. On était encore à un stade il y a quelques années dans lequel une grosse moitié des agents immobiliers étaient même pas bien conscients des obligations anti-blanchiment qui pesaient sur eux. Et donc, il pouvait y avoir des situations dans lesquelles le superviseur arrive sur un agent immobilier et en fait, il sait même pas, ou il déclare qu'il sait même pas de quoi s'agit tout cela. Donc, c'est un problème pour tous. Et ça, c'est quelque chose qui a été reproché par le GAFI et sur lequel, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de démarches qui ont été effectuées ces dernières années pour renforcer la supervision, pour multiplier des actions de sensibilisation. Et c'est pour ça aussi que les parlementaires estiment que c'est quelque chose sur lequel il faut davantage peser. Je dois signaler qu'en matière de supervision, le GAFI a jugé en particulier qu'on était un peu moins convaincant en matière d'autorégulation. Je le signale quand même, sur lequel vous verrez dans le rapport, il y a un signalement qui est fait sur le fait qu'il y a parfois un doute sur est-ce que dans les régimes d'autorégulation qui existent, on a bien réussi à garantir une forme d'indépendance et de regard critique des contrôleurs. C'est assez spécifique, hein, le rapport rentre vraiment dans le détail pour chaque profession, donc je ne vais pas faire tout le détail. Et donc au total, on estime que c'est un outil utile non seulement pour peser sur les pays tiers et s'assurer que des régimes importants sont mis en place, mais aussi même pour regarder un regard critique pour nous. Je vais passer au cadre européen. Donc grossièrement, pour être très simple, tout le cadre que l'on a en place, que j'ai décrit avant, ça résulte de textes européens. On a déjà eu, jusqu'à la réforme dont je vais parler maintenant, on avait déjà eu 5 directives européennes, donc on était allé déjà assez loin en matière d'anti-blanchiment. Donc tous les concepts ont bien été traduits en matière européenne. On assiste néanmoins à une réforme très importante en matière européenne qui a été adoptée formellement en 2024, donc ce qu'on a appelé un 6e paquet anti-blanchiment, qui est très important pour l'UE, très important pour la France aussi, pour plusieurs raisons. Ce paquet, il a été mis en place dans un contexte où on a estimé collectivement qu'il y avait un problème d'harmonisation, c'est-à-dire que le régime anti-blanchiment était déjà très étoffé en Europe. En revanche, il y avait un problème d'application inégale entre les États membres, et notamment, il y avait eu des scandales bancaires assez éminents. Il y avait notamment le scandale Danske Bank, qui était un problème dans lequel, en gros, ce qui, pour le résumer à très gros traits, et sans doute sans respecter exactement tous les tenants et aboutissants, mais pour expliquer un peu le problème principal qui s'est posé, c'était un problème de groupe bancaire pour lequel il y avait finalement une incertitude sur, dans le cadre d'une succursale dans un des pays de l'Union européenne, qui est responsable vraiment de la supervision anti-blanchiment entre le niveau de la société mère et l'État local. Et ça, c'est à la fois un problème de texte et d'application par les États membres. Donc a été fait le choix dans ce 6e paquet anti-blanchiment euh, déjà d'avoir une architecture nouvelle dans laquelle on a non plus seulement une directive, mais un règlement d'application directe, ce qui est assez important parce que ça veut dire que non seulement le principe des règles va être au niveau européen, mais même très concrètement, la règle elle-même va être fixée simplement au niveau européen. Donc il y a toute une série d'obligations qui vont disparaître du Code monétaire et financier et qui seront simplement dans un règlement européen d'application directe à la lettre. Par ailleurs, la création d'une autorité européenne anti-blanchiment qui va aller jusqu'à de la supervision directe, alors uniquement d'une quarantaine d'acteurs qui seront les plus risqués. Donc elle ne va pas remplacer du tout tous les superviseurs européens, mais elle va quand même avoir un rôle de supervision. Et puis par ailleurs, sur le fond des textes, on va avoir un renforcement des dispositions, puisque dans le texte, on va avoir un élargissement du champ de l'assujettissement. Alors, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, il y a des champs qui, de toute façon, qu'on a commencé à mettre en droit français pour
gagner un peu de temps et puis pour respecter un peu la volonté des parlementaires. Mais il y a bien une extension au niveau européen du champ de l'assujettissement aux vendeurs de véhicules notamment, à certains clubs de football. Et à titre pour que vous compreniez d'où ça vient, ça venait pas de la proposition initiale de la Commission européenne, mais ça, c'est des choses qui ont été adoptées sur la demande du Parlement européen lors des négociations. Donc là encore, c'est plutôt cet élargissement, il vient plutôt des parlementaires. Par ailleurs, on a un élargissement du champ des personnes politiquement exposées, pour lesquelles les obligations de vigilance sont renforcées. Et ça, de la même manière, c'est un élargissement qui est venu directement des exigences du Parlement européen dans les négociations. Donc c'est une réforme importante déjà parce que sur le fond, elle va étendre comme ça le champ des obligations. Alors pour nous, en tant que France, on s'estime un tout petit peu moins concerné que d'autres États membres parce qu'on avait déjà un dispositif assez robuste. Mais en pratique, ça veut quand même dire que tous les textes anti-blanchiment vont être réécrits de facto, puisque une partie vont passer par un texte de règlement européen d'application directe, et on devra mettre à jour tous nos textes, ne serait-ce que pour laisser sa place à ce règlement européen et s'assurer qu'il s'articule bien avec d'autres obligations qu'on peut avoir. Par exemple, quand les textes européens imposent d'avoir des obligations d'honorabilité pour tous les acteurs anti-blanchiment, il va bien falloir qu'on le mette en musique au sein de chaque secteur. Donc sur la base, il y a un renforcement qu'on estime plutôt mesuré pour nous vis-à-vis d'autres. Mais en revanche, en termes d'architecture, le fait d'avoir cette âme-là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Euh, Déjà, l'AMLA, elle pourra rédiger des standards qui s'appliqueront à tous, donc plutôt de niveau 2 qui vont être fournis. Par exemple, tous les textes d'application détaillés sont des propositions de l'AMLA qui seront ensuite adoptées formellement par la Commission européenne. Mais elle va aussi effectuer de la supervision. Et comme je disais tout à l'heure, le secteur financier est le premier visé en termes de supervision directe, mais l'AMLA a aussi été pensée pour le secteur non financier pour lesquels il y aura juste une architecture moins directe. C'est-à-dire que l'AMLA, elle ne pourra pas avoir une supervision directe d'acteurs du secteur non financier. Ça ne va pas arriver, c'est pas dans les textes. En revanche, l'AMLA, elle va pouvoir avoir des pouvoirs qui vont concerner ces acteurs. Par exemple, elle va pouvoir organiser des revues par les pairs entre les différents superviseurs de secteurs non financiers. Et puis, dans certains cas, elle va pouvoir intervenir pour agir auprès d'un superviseur d'acteurs de non financiers lorsque il sera jugé comme défaillant. Bon, c'est au terme de plusieurs procédures, donc c'est pas direct, mais tout le régime a bien été pensé pour ça. Un autre cas qui montre que les textes ont bien été prévus pour les secteurs non financiers. Le texte continue de reconnaître l'autorégulation. Ça, c'est bien quelque chose qui n'est pas interdit, qui est toujours reconnu en droit européen. Simplement, le texte européen en présence d'une autorégulation, impose aux États membres de créer une autorité publique de supervision du superviseur. Donc c'est un compromis tout à fait bruxellois. On voit que il y avait quand même des doutes dans les négociateurs sur est-ce que l'autorégulation est un système pertinent, mais à l'inverse, d'autres parties prenantes à la négociation qui voulaient préserver ce dispositif. Et donc est abouti à cette disposition qui laisse l'autorégulation possible. À ce stade, on n'a pas prévu de changer l'autorégulation en France, par exemple. Mais en revanche, elle impose la création d'une autorité publique pour aller vérifier l'action des organismes d'autorégulation. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir créer en France. Donc cette réforme européenne, quand bien même notre dispositif français peut être jugé parmi les plus avancés, en fait, va quand même avoir un impact assez important en France. D'abord parce que dans le cadre de la transposition d'ici 2027, on va devoir grossièrement écrire tous les textes. Ensuite, parce que sur le fond, on va avoir des nouveaux assujettissements, des dispositions un peu renforcées, des nouvelles obligations d'honorabilité, par exemple. Et puis, ensuite, parce que en termes d'architecture, on va avoir quand même une attention européenne apportée plus forte à comment est-ce qu'on supervise notamment le secteur non financier, aussi le secteur financier, parce que là, ça va être encore plus prenant vu qu'il y aura même une supervision directe. Mais donc, ça va quand même être un changement assez important. Pardon, je vois que je suis assez en retard, mais je voulais couvrir pas mal de points. Je vais me permettre un petit focus sur les cryptoactifs parce qu'en échangeant
avec Patrick en préparation, je vois que c'est un sujet qui peut être intéressant et puis c'est un sujet d'actualité assez fort. J'ai qu'une seule slide dessus qui va intéresser en particulier, enfin qui va, j'espère que reconnu un petit clin d'œil à un des participantes dans cette slide, c'est juste une reprise du site internet de l'AMF parce que s'il y a une seule chose sur les cryptoactifs qu'il faudrait retenir, je pense que c'est cette liste blanche de l'AMF. Alors, le sujet des cryptoactifs en matière d'anti-blanchiment, c'est un sujet extrêmement difficile. Déjà parce qu'à la base, on voit bien les risques. Je pense que j'ai pas forcément besoin de vous convaincre, mais on les voit en théorie. Les cryptoactifs sont euh, une nouvelle manière de conserver ou de passer une valeur qui a été créée spécifiquement pour pouvoir la passer très rapidement d'une personne à une autre et parfois de manière anonymisée. Donc on voit bien théoriquement comment l'émergence des cryptoactifs permet de créer un nouveau vecteur pour passer ce qui correspond à une valeur financière très rapidement, y compris de manière transfrontière, sans nécessairement avoir a priori toute l'identification de la personne à l'origine ou comme destinatrice. Et puis par ailleurs, ben, c'est très concret. Encore une fois, les services d'enquête et poursuite nous le signalent. Ça vient pas de nous, de la direction du Trésor, ça vient de services de police ou de Tracfin ou autres qui nous disent tout simplement que, ou quand on travaille en conseil d'orientation, en colp sur les cryptoactifs, ben, ils le disent qu'ils en observent beaucoup. Qu'il peut s'agir de fraude à partir de cryptoactifs. Il y a beaucoup de cas très connus d'escroquerie, soit de plateformes de cryptoactifs créées uniquement jusque-là ou d'escroquerie à base de cryptoactifs, mais même de façon plus anecdotique, mais au total, mis bout à bout, ça ne l'est pas. Quand des services de police vont faire une perquisition, ben, ils vont tomber soit sur le téléphone, sur le fait que la personne a une application pour un service de cryptoactif, soit même dans son appartement, ils vont tomber une clé crypto qui montre bien qu'il a un portefeuille quelque part. Et ça, ils le disent, c'est une réalité qui s'observe. Et par exemple, la Grâce, que je le disais tout à l'heure, l'agence de gestion des avoirs saisis et confisqués a des opérations sur cela. Et elle a, par exemple, dans son rapport annuel, vous pouvez voir qu'à fin 2024, elle avait quasiment 200 millions d'euros de cryptoactifs dans ses comptes. Et là, on parle uniquement des cryptoactifs qui ont pu être identifiés dans le cadre de l'enquête et qui ensuite ont pu être saisis et confiés à l'Agrasc. Donc, c'est pas un indicateur du volume, c'est plutôt un indicateur du fait qu'en fait, c'est vraiment présent. Donc le risque est assez élevé, et c'est ainsi que dans notre analyse nationale des risques, c'est plutôt quelque chose qui apparaît tout en haut à droite du petit graphique que je vous ai présenté tout à l'heure, comme étant plutôt un sujet d'attention. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas non plus dire que tous les détenteurs de cryptoactifs sont des criminels. Ça serait sans doute largement exagéré et pas du tout vrai. D'autant que dans les chiffres qui tournent, on estime en gros à une dizaine de pourcents le taux de personnes dans la population française qui en a, qui en détient ou qui en utilise. Donc c'est évidemment pas aller dire cryptoactif égale criminalité serait un raccourci totalement abusif et pas du tout pertinent. Et donc le sens de la réglementation qui a été adoptée sur les cryptoactifs au cours des dernières années, c'est pas du tout ça. C'est pas une interdiction, mais au contraire plutôt de réguler en disant qu'on va essayer de maîtriser les risques. Et ça, la France a fait un choix très tôt, bien avant d'autres pays européens et d'États du monde, puisque dès 2019, dans la loi Pacte, on avait créé un cadre législatif et réglementaire en créant un statut de prestataire en service en actifs numériques pour fournir ces services. Et dès le départ, on avait défini que ces acteurs étaient soumis à des obligations anti-blanchiment et étaient déjà supervisés. Donc il y avait déjà des travaux de la CPR et de l'AMF sur ces acteurs depuis plusieurs années. Et vous pouvez voir, hein, il y a même déjà eu des contrôles sur place et même des radiations d'acteurs qui ne respectaient pas ces obligations. Donc en France, on a soumis déjà depuis plusieurs années la fourniture de services sur cryptoactifs à des obligations anti-blanchiment. Et on a donc obligation d'identifier les clients, d'appliquer des mesures de vigilance et des signalements à Tracfin. Et on a obtenu cela au niveau européen, puisqu'on a en application depuis le début de cette année le règlement dit MICA, qui a d'une part créé un statut de prestataire de services en actifs virtuels qui est applicable au niveau européen et qui par ailleurs a confirmé que s'applique bien l'intégralité des règles anti-blanchiment à tous ces acteurs. Donc le cadre maintenant européen,
il est finalement assez simple. Pour fournir des services sur cryptoactifs en Union européenne, il faut être agréé. Et ensuite, c'est soumis à des règles anti-blanchiment. Et donc finalement, quand on est un acteur assujetti ou non d'ailleurs, et qu'on veut se poser des mesures de vigilance, en fait, la question qui est à se poser quand on voit des cryptoactifs, c'est pas forcément dire tout de suite c'est forcément un soupçon, mais en revanche, se poser la question, est-ce que le prestataire sur service derrière, il est bien un acteur européen agréé en tant que tel et soumis à ses obligations anti-blanchiment et qui fait l'objet d'une supervision. Et pour vérifier cela, eh bien, il y a un outil qui est disponible publiquement, qui est une liste blanche qui est fournie par l'AMF, qui à la fois alerte sur les acteurs qui ont été identifiés comme n'étant pas dessus, et donc ne devant pas, n'ayant pas d'autorisation de fournir leur service, mais même publie tous les acteurs qui sont agréés au niveau européen, en France ou ailleurs, et donc pour lesquels on peut déjà penser qu'il s'agit d'un acteur régulé. Donc c'est ça le vrai point de sortie sur les cryptoactifs à connaître dans l'avenir. Il y a évidemment, bien sûr, à se sensibiliser à toutes les typologies qu'on peut imaginer en termes de blanchiment, mais surtout, comme premier prérequis, se dire qu'il y a un petit peu deux mondes maintenant, ce qu'on essaie d'organiser au niveau européen, entre des acteurs européens supervisés et puis des acteurs non agréés qui interviennent comme ça, parce que c'est le fonctionnement d'Internet, ils peuvent toujours de facto, tant qu'on ne les a pas détectés, être présents et accessibles sur des réseaux Internet européens, mais ils ne sont pas soumis aux mêmes règles. Et un dernier petit focus, je voudrais parler, alors j'ai très peu de temps, du coup je vais être assez bref, mais je tenais vraiment à signaler ce sujet, pas seulement parce que c'est un sujet de travail chez nous, mais parce que je pense que c'est un sujet qui illustre aussi très bien le renforcement des obligations de vigilance auxquelles font face tous les acteurs aujourd'hui. C'est celui des sanctions internationales. Alors, je ne vais pas vous faire tout un développement sur d'où ça vient, à quoi ça sert, juste quelques points généraux. Quand on parle de sanctions, on parle bien sûr des mesures type embargo, gel des avoirs qui sont imposées pour faire changer un autre État membre. Donc, c'est des sanctions qui peuvent être adoptées au niveau Nations Unies, Union européenne, en France. L'écrasante majorité aujourd'hui des sanctions applicables sont des sanctions qui sont reprises dans les textes européens. Donc, on parle de textes européens. Euh, un premier point que je veux vous signaler, c'est que on a ces derniers mois, ça vous l'avez constaté, comme tout le monde, je pense, comme tous les citoyens, une montée en puissance des sanctions, principalement avec la Russie, bien sûr, son invasion de l'Ukraine et les sanctions qui ont été prises contre ce pays, mais aussi avec plus récemment le retour des sanctions européennes contre l'Iran. Donc on a plutôt un développement de ce dispositif et il y a quelques éléments à avoir en tête. Le premier élément à avoir en tête, c'est qu'on parle de sanctions internationales. Ce sont des mesures de politique étrangère pour faire changer un État tiers. Mais en fait, en pratique, juridiquement, il s'agit d'obligations qui s'imposent aux acteurs européens. Quand on dit qu'on met un embargo sur des biens envers un État tiers, en fait, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est interdit à tout Européen d'exporter ses biens. C'est juste la traduction juridique. Donc ça, c'est important à avoir en tête qu'à la fin, c'est quelque chose, il faut toujours être très attentif à cela parce que on annonce politiquement une mesure que l'on prend contre un pays tiers, mais très concrètement, ça se traduit par un nouveau cadre juridique qui s'applique à toute personnalité européenne et qui par ailleurs a été adopté dans un régime d'urgence, de problématiques de sécurité extérieure ou parfois intérieure, et donc pour lesquelles on a fait le choix de dire qu'on avait besoin, malheureusement, de devoir adopter ces nouvelles obligations juridiques très rapidement, sans prendre le même temps de négociation que d'autres textes apportés parfois comparables. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut être très très vigilant. Et alors, sur cela, on distingue deux types d'obligations qui sont d'égale importance, je pense, pour des acteurs comme vous. Il y a ce qu'on appelle le gel des avoirs. Donc, on va mettre des personnes sur liste pour lesquelles tous les avoirs présents en France ou en Europe doivent être gelés. C'est important parce qu'en fait, quand on parle de gel des avoirs, c'est parfois assez peu connu, mais le texte dit non seulement que les avoirs sont gelés, mais aussi qu'il y a une interdiction de mise à disposition de ressources économiques à la personne listée. Ce qui, et ça c'est dans les textes européens, dans toutes les lignes directrices, l'interprétation commune,
c'est qu'au final, ça veut dire qu'on peut plus entrer dans un contrat commercial avec cette personne, par principe. Parce que c'est un raisonnement économique. Si vous rentrez en contrat commercial avec cette personne, soit vous lui remettez de l'argent et vous lui mettez à disposition des fonds, soit vous lui remettez un service et en termes économiques, vous lui mettez bien à disposition une ressource qui pourra s'en servir pour autre chose. Donc, une fois qu'une personne est sur une liste de gel des avoirs, la traduction est qu'il est interdit par principe d'entrer dans tout contrat commercial avec cette personne. Par dérogation, c'est possible. C'est une dérogation qui va être délivrée par nous-mêmes, la direction du Trésor, dans des cas limitatifs. Ça peut être pour des biens courants, ou pour certaines opérations qui sont limitées. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais donc, le principe à avoir pour tous les acteurs assujettis et pour tous, c'est qu'il faut, au moment de l'identification du client, vérifier que la personne n'est pas sur une liste de gel des avoirs. Et si elle l'est, soit geler ses fonds ou suspendre toute opération. Et si l'opération peut rentrer dans un cadre de dérogation, demander l'autorisation à la direction du Trésor. Pour ça, on met à disposition un registre des gels, des personnes sanctionnées, qui est à la fois un tableau très long, mais aussi une API. On a un flash info avec tout cela, où tout est vraiment disponible. C'était pas vraiment le sujet du jour, mais je souhaitais vraiment insister sur ce point-là. D'abord, pour vous signaler que c'est vraiment une obligation qui s'étend, parce que dans les personnes que l'on vise par les sanctions internationales, on couvre de plus en plus de personnalités. C'est-à-dire que historiquement, on allait plutôt viser des personnalités politiques. C'est comme ça, dans le droit des sanctions, on allait plutôt essayer de viser pour faire changer les États des dirigeants politiques. Voilà. Et on a étendu, notamment avec les sanctions contre la Russie, à des dirigeants économiques ou à des personnalités qui détiennent des entreprises, y compris des entreprises en Europe, donc des personnes qui vont vraiment avoir des interactions avec les milieux économiques. Donc s'il ne faut pas, le réflexe à avoir sur les sanctions est bien de devoir s'intéresser au sujet et de bien impliquer les listes de gel et de ne pas se limiter à un raisonnement uniquement principiel, à dire telle activité est sans doute assez éloignée de sujets très politiques et donc je ne regarde pas. C'est la même manière pour les sanctions dites sectorielles, donc les embargos, fournitures de services et biens. C'est un domaine qui a été en très forte extension au cours des dernières années, où maintenant on en vient à interdire la fourniture de certains biens à des entreprises en pays tiers, qui peuvent être aux Émirats, en Chine ou autres, parce que ces entreprises de pays tiers ont participé au contournement de sanctions. Donc il y a une attention particulière à porter à bien identifier, encore une fois, c'est là qu'on rejoint toutes les obligations au anti-blanchiment. Une fois qu'on a bien identifié le client ou le bénéficiaire effectif, à vérifier que ces acteurs n'appartiennent pas à des listes de sanctions. Bon, j'ai pas trop le temps de développer ça, mais je voulais quand même prendre le temps de faire un petit point sur ça et je serai disposé pour toute question. Et bien sûr, si certains d'entre vous ont des points plus particuliers, on est disponible pour y répondre. Bon, pardon, j'ai dû accélérer à la fin, j'ai pris plus de temps, je suis pas sûr d'avoir totalement maîtrisé l'horaire. Et voilà un peu tous les points que je voulais faire et je resterai disponible pour toute question. Bien, merci beaucoup Pierre. C'est excessivement clair et on n'a perdu personne en route. Donc, ce qui montre bien que tout ce qui a été dit était intéressant. Et merci beaucoup parce que c'est vrai que, en tous les cas, en tant que professionnel, on a un peu l'impression qu'il y a un certain nombre de réglementations qui s'imposent à nous et vous évoquiez tout à l'heure le cas des agents immobiliers, par exemple, et à la Commission nationale des sanctions, on les voit régulièrement. Et c'est exactement ça, c'est dire, attendez, moi je suis en train de faire une opération commerciale et vous me demandez très vite de demander la pièce d'identité du client et donc il va fuir. Donc on voit bien que parfois on prend ces réglementations sous un angle très, entre guillemets, très contraignant sans du tout les remettre dans la perspective globale, et c'était ça vraiment le point important de votre intervention ce matin, qui est bien de dire, il ne s'agit pas simplement, pour prendre une expression déjà prise par des présidents, d'emmerder les Français, mais c'est simplement, il y a un devoir vraiment de citoyenneté et cette lutte, elle nous concerne tous. Et bien évidemment, nous, en tant que professionnels commissaires aux comptes, on est concernés au premier chef. Alors, vous vous êtes effectivement concentré sur le blanchiment, mais je pense que, et là d'ailleurs j'avais mis dans l'accroche, et c'est intéressant de voir, vous avez fait référence au rapport sénatorial, qui d'ailleurs, vraiment, j'engage tous les participants
à cette conférence qui n'y ont pas eu accès, de vraiment d'y aller. Il est très facile, il est très lisible et il fait vraiment un point très global sur l'ensemble avec beaucoup d'auditions. Et il est indiqué, et ça je crois que c'est reconnu par tout le monde, que la criminalité financière est un crime contre la démocratie. Et là, on est vraiment sur un sujet clé. Hein, donc contre la démocratie, l'économie et la société, et le blanchiment, hein, je ne veux pas dire est la mère de tous les vices, mais constitue en réalité le crime qui permet tous les autres. Donc là, on voit bien qu'en luttant contre le blanchiment, quelque part, on est en lutte en amont sur tous ces aspects de criminalité financière, que ce soit l'escroquerie, la corruption, la fraude fiscale, la fraude sociale ou autre. Alors, après ce premier remerciement, je crois qu'il y a vraiment un point, et on l'avait déjà abordé d'ailleurs la semaine dernière avec Florence Pébernès, la présidente de la H2A, mais l'avis du Conseil d'État, en tous les cas, si on, nous concernant, nous, commissaires aux comptes, et c'est vrai qu'on avait plutôt l'impression de faire une déclaration de soupçon à partir du moment où on voyait que des sommes étaient utilisées pour, et en revanche, l'avis du Conseil d'État redit attention, non, et vous l'avez rappelé, c'est bien l'infraction primaire dès lors que elle est censée pouvoir être sanctionnée d'une peine de prison de X, etc. Et donc c'est vrai, on fait des révélations au procureur de la République qui sont beaucoup plus nombreuses. Alors parfois pour des faits qui n'ont rien à voir avec le blanchiment, peu importe, mais il est certain que cet avis du Conseil d'État va augmenter, je pense de mon point de vue, les déclarations de soupçon qui sont faites à Tracfin. Alors, nous avions eu l'occasion d'en parler, Pierre, en son temps. C'est vrai que ce qui est un peu, et là je ne vais pas du tout faire du corporatisme, vous parliez tout à l'heure de la loi PAC, c'est vrai que le relèvement des seuils, et on peut le comprendre dans une certaine logique, la volonté de simplification, mais c'est vrai que le commissaire aux comptes reste un acteur important dans cette lutte contre le blanchiment de capitaux, et on peut regretter qu'avec le relèvement des seuils, finalement un certain nombre d'entreprises, et ça peut être des petites entreprises qui peuvent, et vous l'avez évoqué, il y a quand même, c'est pas uniquement des grands groupes, hein, loin de là, ça peut être de d'entreprises beaucoup plus petites qui peuvent participer à ces opérations de blanchiment. Et avec la loi PAC, bah, bien évidemment, il n'y a plus de commissaire aux comptes. Donc il y a quelque part presque une sorte d'injonction contradictoire entre d'un côté des- un règlement ou des règles qui sont qui s'étendent. Et par ailleurs, bah, je dirais, on a diminué le nombre de commissaires aux comptes, mais avec un autre prisme hein, que celui-là. Mais je me permettais je me permettais d'évoquer. Alors, il y a peut-être deux points également, et je vous laisserai peut-être y revenir. Il y a un sujet que vous n'avez pas évoqué, vous avez parlé de l'AMF, mais il y a également donc actuellement une proposition de loi pour renforcer la sécurité financière et qui va effectivement étendre les prérogatives de l'AMF. Hein. Donc c'est une proposition de loi qui est en cours, mais qui s'inscrit hein, dans ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce contexte général de lutte. Et puis, peut-être dire un mot, puisque l'Agence française anticorruption, donc là on est bien sur le volet corruption, mais qui est un des aspects de la criminalité financière, vient de publier le plan national pluriannuel de lutte contre la corruption. Donc je ne sais pas si vous pouvez sur ces deux points peut-être redire faire un petit point rapide. Oui, très rapidement sur ça, merci. Effectivement, là, j'ai pas cité ce texte du député Labaronne, mais ça, je pense que ça participe aussi du même mouvement de vouloir renforcer ces dispositifs. Ça remettra pas du tout en cause le rôle que joue déjà la RMF en matière d'anti-blanchiment, euh, à la fois dans ses fonctions opérationnelles et puis aussi en tant que sur le rôle de supervision pour certains acteurs. Je sais pas si je veux pas trop m'étendre là-dessus. Peut-être sur l'anticorruption, effectivement, c'est un. Merci pour cette question, c'est un beau sujet. Donc, l'AFA a publié le plan d'action anticorruption, donc il y a un plan gouvernemental, et avait par ailleurs publié quelques mois auparavant un état des lieux de la corruption, puisqu'on est dans un contexte où les services opérationnels rapportent les multiples problèmes que pose ce phénomène et son extension en France. Donc il y a une vraie, je pense, prise au sérieux de ce sujet. Et
pas forcément uniquement en matière de ce qu'on peut appeler de la grande corruption ou sur des grands cas économiques, mais une multiplication aussi de cas de corruption, de ce que parfois on nomme de faible intensité, même si sans doute ça reflète pas bien le sujet, qui va plutôt être des opérateurs qui vont toucher une somme petite pour une opération marginale. Ça peut être par exemple quelqu'un dans un port qui va accepter une somme de quelques centaines, voire moins d'euros pour juste laisser rentrer quelqu'un dans le port. Et ça, ce phénomène-là pose un vrai problème, puisqu'en lien avec la criminalité organisée, affaiblit potentiellement des services répressifs et de poursuite. C'est pour ça que il y a autant d'attention qui est portée sur ce sujet récemment. Et donc l'AFA a publié ce plan. Je rappelle que l'AFA existe déjà depuis plusieurs années et aussi un bon témoignage de comment les législateurs ont souhaité mettre à contribution le secteur privé dans certains domaines, puisque l'AFA elle-même supervise un dispositif dans lequel des acteurs privés ont des obligations de mettre en place des procédures, et puis l'AFA effectue une supervision de comment est-ce qu'ils les appliquent. Donc effectivement, c'est un sujet sur lequel il faut avoir une attention particulière, et des affaires de corruption, y compris comme je le décrivais, dites de plus basse intensité, seront le centre d'attention. Et je vois par ailleurs qu'il y a une question dans le chat, mais je ne sais pas si... Ah, je vous entends plus. Oui, pardon. Effectivement, une question qui porte donc sur le GAFI, donc il vous remercie, mais donc question sur le GAFI pour savoir si les rapports, les évaluations du GAFI portent-elles exclusivement sur les membres du GAFI ou est-ce qu'elles portent également sur d'autres pays? Alors non, ça apporte bien sur tous les pays du monde. Simplement, c'est une petite subtilité. Le GAFI a 40 membres et donc fait les évaluations sur ces 40 membres. Et ensuite, pour les autres pays du monde, c'est fait par des organismes régionaux. Donc il y en a 9. Et donc ces rapports sont accessibles sur le site de l'organisme régionaux. Ce sont les mêmes types de rapports avec les mêmes critères et qui sont tout aussi publics. Simplement, ils ne sont pas accessibles au même endroit. Donc il y a un petit travail à faire, mais qui n'est pas Hmm. en cherchant, ça se trouve. Et donc, tout pays du monde, quasiment, je pense qu'il y a quand même quasiment 200 juridictions avec des sous-juridictions au sein des pays parfois, fait l'objet d'un rapport public d'évaluation. Alors, autre point enfin, qu'on peut simplement regretter, ça concerne, vous avez évoqué tout à l'heure, le registre des bénéficiaires effectifs, qui est en effet un point important. Et on peut regretter que l'Union européenne, enfin qu'au niveau européen, finalement, on rende plus compliqué l'accès à ce registre, alors qu'on y avait accès, mais dans une logique de sauvegarde, entre guillemets, ou de protection des intérêts personnels, finalement, rend plus compliqué l'accès au registre des bénéficiaires effectifs. Donc on peut le regretter, mais ça, c'est une disposition européenne. Oui, sur ça, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai pas évoqué ce point, que c'est très important, donc merci pour ça. Alors, à la base, c'est une décision de la Cour de justice de l'UE Ouais. Mm. qui a tranché que c'était pas adapté d'avoir une obligation de publication de tout le registre des bénéficiaires effectifs. Simplement 2 points sur ça. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est un sujet très important et très intéressant, l'articulation entre, d'une part, les obligations anti-blanchiment qui sont liées à l'ordre public et qui vont amener à une transparence financière, et d'autre part, la protection des données privées et données personnelles. C'est un sujet qui va souvent se retrouver. Alors, de façon générale, ça s'articule assez bien. Enfin, il y a des limites assez bien trouvées, de même qu'on a réussi en Union européenne à réglementer sur le sujet de comment bien traiter l'utilisation de données privées. Mais parfois, on a un point comme ça sur lequel ça bloque. Et donc là, la Cour de justice a tranché que c'était allé trop loin de Mm. rendre Mm. totalement public le registre des bénéficiaires effectifs. Donc cette Ouais. articulation est intéressante, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est uniquement le volet public qui est concerné. Et donc c'est pas vraiment le dispositif anti-blanchiment, parce qu'en revanche, la Cour de justice n'a absolument pas remis en question le fait que les assujettis en règle anti-blanchiment, eux, Oui. Mm. doivent y avoir accès. Mm. Et ça, c'est Oui, extrêmement absolument. important. Et par ailleurs, même la Cour de justice est allée plus loin, puisqu'elle a reconnu que d'autres personnes doivent pouvoir continuer d'avoir accès, ceux qui ont un intérêt légitime, ce qu'elle a étendu à des organismes de recherche et des journalistes. Mm. Et donc, en fait,
là, encore une fois, c'est un débat sur quel est l'accès. Elle dit que c'est pas public, mais déjà, elle dit pas que elle dit pas que c'est personne non plus. En fait, elle donne un champ assez large d'accès. Et par ailleurs, il n'y a aucune remise en cause de l'accès par les assujettis. Alors, je sais bien qu'en pratique, ça pose quand même une difficulté concrète d'application. Ça, on est bien conscient et on est beaucoup intervenu et on espère que ça se résout avec le temps, parce que on a compris qu'en pratique, en fait, il y a Ouais. plusieurs assujettis qui utilisaient simplement l'accès public sans chercher à s'enregistrer en tant qu'assujettis. Et donc, au moment de la coupure de l'accès public, se sont retrouvés à devoir faire la démarche de s'enregistrer en tant qu'assujettis. Et donc, il y a eu un phénomène d'enregistrement en masse auprès de Mm. l'INPI qui gère cet accès, ce qui a peu posé des difficultés. Mais en tout cas, je redis, il n'y a aucun problème juridique ni normalement pratique à l'accès par les assujettis. En revanche, je sais que ça nécessite une étape supplémentaire d'enregistrement auprès de l'INPI, ce qui ça peut être a pu parfois créer des difficultés. Bon, écoutez, je pense qu'on a vraiment fait un bon premier tour, mais on aurait pu passer la journée, hein, donc, mais je vous remercie beaucoup d'avoir pu bien résumer et donner ce qu'on appelle dans cet horrible anglicisme la bright picture, donc la vision d'ensemble. Je crois que c'est essentiel. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une prise de conscience de plus en plus forte au niveau de chacun. Et j'aime bien dire que tous ces problèmes de lutte contre la criminalité financière ou contre le blanchiment, c'est en fait chacun, nous sommes un acteur d'une chaîne de confiance. Hein, et vous évoquiez l'aspect immobilier. L'agent immobilier est un acteur. Le notaire va être un acteur. Le banquier va être un acteur. Et voilà, enfin, on va, si chacun d'entre nous, nous sommes vraiment acteur de cette chaîne de confiance et il faut que tous les maillons soient solides parce qu'on est quand même face à un combat, c'est pas qui vient de commencer parce que ça fait longtemps, mais là qui prend une dimension quand même de plus en plus forte. Donc en tous les cas, un grand merci Pierre parce que non seulement vous avez pris 1 heure et demie de votre temps pour nous préparer, pour nous présenter cela, mais en plus vous avez préparé une vingtaine de slides qui sont très intéressants et donc si vous en êtes d'accord, on les mettra à disposition de l'ensemble des participants et même à terme sur notre site, ainsi que la visio de cette conférence. Donc voilà, donc un grand merci à vous, Ben, Pierre. merci beaucoup également de Voilà. m'avoir invité et à Voilà, disposition, bien sûr, par votre intermédiaire s'il y a d'autres questions ou des points que certains souhaitent creuser. voilà, très bien. Vous avez mis en plus des adresses mail éventuellement. Les gens vous connaissent maintenant, donc peuvent vous saisir en cas de question. Un grand merci. J'en profite pour dire à l'ensemble des participants, leur souhaiter une excellente journée. Et donc à vous engager, à vous inscrire pour la dernière conférence de l'année sur tout savoir sur où on en est sur la réglementation européenne, information de durabilité. Merci, au revoir. Au revoir.